bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter une personne qui est très intéressante, Madame Eva Broussou, fondatrice de la société La French Baguette. Elle est associée du coup à Éric Larchevêque, cofondateur de Ledger, 343e fortune française, et de Delphine André, société de transport Charles André, 201e fortune française. Donc, tu l'as certainement déjà vu sur M6 dans l'émission Qui veut être mon associé. Être entrepreneur, du coup, comme tu as vu, c'est pas réservé qu'aux hommes. D'ailleurs, Eva va nous partager son parcours en tant que femme et aussi maman entrepreneur en France. Donc, tu as peut-être toi-même beaucoup de rêves et d'ambitions. Tu démarres de zéro. Tu te demandes si cela est possible en partant de zéro, si c'est aussi possible pour une femme d'entreprendre et de réussir en France. Je te rassure, du coup, c'est possible, même en partant de zéro, tu peux atteindre tes objectifs de liberté financière. D'ailleurs, personne ne part vraiment de zéro. Donc, bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business digital qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Voilà, bonjour Eva. Bonjour Laura. Voilà, est-ce que du coup, pour la communauté de Si tu te lançais, tu peux te présenter toi-même et ainsi que la société La French Baguette en quelques mots, s'il te plaît. Oui, je peux me présenter. Donc, effectivement, je m'appelle Eva Broussou. Je suis maman d'une jeune fille qui a 11 ans, sans me tromper cette fois-ci. J'ai ouvert, j'ai ouvert, j'ai ouvert ma société fin 2018. Avant d'ouvrir cette société, j'étais salariée, mais un peu partout dans le monde. Alors, j'étais déjà un peu atypique, mais je faisais de la télévision, j'étais chef de projet, j'ai fait ça pendant 15 ans. Et ensuite, entre ma vie salariale et ma gestion de vie de maman n'était absolument pas possible. Donc, du coup, j'ai décidé de refaire une formation. J'ai commencé par là, j'ai refait une formation qui est un CAP cuisine. Et ensuite, j'ai ouvert ma société et qui a pour vocation de faire du souvenir qui se mange. Mhm. Et du coup, avant de rentrer dans les détails du coup de la French baguette, du coup, ton déclic, si je comprends bien, Eva, ça a été le fait que comme tu travaillais un peu partout dans le monde, tu n'arrivais pas à mêler vie perso et vie pro, c'est ça? C'est exactement ça, en fait. Effectivement, je n'arrivais pas du tout à gérer les deux. C'est-à-dire que le travail prenait trop de place. Euh, Parce qu'en plus, en plus des heures de travail qui étaient franchement énormes, qui étaient souvent les week-ends, quand on enregistre des émissions de télé, c'est souvent quand les gens sont disponibles. Donc, nous, on travaille quand les gens ne travaillent pas. Donc, voilà, pour avoir les gens sur le plateau, ça marche souvent comme ça, un peu partout dans le monde. Et en plus, j'avais tout ce qui était voyage tout le temps. Donc j'étais dans des avions, dans des hôtels, un peu tout le temps. Et ce qui est absolument pas compatible avec une vie de maman. Alors, de 0 à 3 ans, ma fille, elle a un peu fait le tour de la planète avec moi. Et il y avait la nounou avec nous. Mais quand il a fallu la scolariser, c'était absolument pas compatible, quoi. Donc, le déclencheur, c'était ma fille est bien plus importante que mon travail et on va s'organiser pour que ma fille ait une vraie place et que je puisse m'occuper d'elle, quoi. D'accord, ouais, je comprends. C'est tout à fait normal et logique, du coup, dans ton cas, comme tu es partout dans le monde. Du coup, est-ce que maintenant, tu peux nous en dire un peu plus l'idée, comment ça t'est venu, du coup, d'avoir cette idée de sortir justement une entreprise de cadeaux souvenirs qui se mangent et aussi sur le côté Made in France, pour ceux qui n'ont pas vu l'émission Qui va être mon associé. Ouais, alors il faut savoir que 80% des souvenirs vendus en France sont fabriqués en Chine, ce que je trouve complètement aberrant entre l'empreinte carbone, l'idée même du souvenir, c'est-à-dire qu'on achète un souvenir de l'endroit où on se trouve, sachant qu'il n'a pas été fabriqué là, mais il y a un truc qui est franchement pour moi absolument pas logique et éthique. Donc le but du jeu, c'était
comme ma formation, c'était un CAP cuisine, je me suis dit, bah, et en plus, la gastronomie, on est quand même reconnu en France pour ça. Donc, je me suis dit, bah, moi, j'aimerais faire un souvenir où on met vraiment en valeur le savoir-faire français, parce qu'on a plein de beaux produits, on a plein de bons artisans, on a plein de belles choses en France, et peut-être qu'on n'a pas su seulement un petit peu se renouveler et inventer ou décliner ce qui est bon et chouette. Et du coup, je me suis dit, on n'est pas plus mauvais que les autres, et je ne vois pas pourquoi nous, en France, on n'arriverait pas à faire des souvenirs qui sont fabriqués chez nous. Donc là, la baguette, je pense que c'est un peu un symbole français fort. Donc je me suis dit, bon, bah voilà, après, pour être copié, bah, ça va prendre un peu de temps pour les Chinois, parce que nous, on a quand même des beaux produits, on a des belles farines, on a des belles levures. Voilà, donc du coup, on prenait une petite longueur d'avance sur, bah, on va faire nos propres souvenirs, on a besoin de personne pour les faire, et en avant gagnant, quoi. Voilà, et après, j'ai pas envie de faire que de l'alimentaire, j'ai envie de décliner, bien évidemment, d'autres produits qui sont fabriqué en France, ça sera évidemment la marque de fabrique. Et le marché du souvenir et du cadeau est colossal, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que entre l'événementiel, entre les boutiques souvenirs, entre les musées, sachant qu'on est un des pays les plus touristiques au monde, c'est un marché qui est complètement incroyable. Non, mais totalement. C'est vrai que la France, je te rejoins totalement là-dessus. La France, c'est un pays, l'un des plus visités au monde. Il y a des gens, il y a des étrangers qui viennent de n'importe quel pays pour voir toutes les petites villes, le sud, la Normandie, la Bretagne, Paris, enfin plein de villes de France. Et forcément, ils achètent des souvenirs. Ils achètent au moins une chose. Tu vas pas dans un pays sans rien acheter, c'est impossible. Donc moi, je trouve ça vraiment magique. Quand je t'ai vu, du coup, Eva, dans l'émission Qui veut être mon associé, mais je me suis dit, mais c'est souvent comme ça. Pourquoi il y a pas quelqu'un qui a pensé avant, justement, de faire du Made in France pour des souvenirs de France? Alors, mais après, c'est le parcours du combattant, hein. Moi, maintenant, je sais pourquoi personne ne l'a fait avant. Maintenant, ça y est, je sais pourquoi. C'est que c'est le parcours du combattant, mais c'est pas grave. Euh, euh, Parce qu'en fait, tout ça est quand même bien organisé. Euh, c'est des coûts de revient qui sont très peu chers et pour le coup, bah, tout le monde fait des marges, mais qui sont déraisonnables sur tous les petits produits et que forcément, quand on fabrique en France, on est un peu plus cher, mais tous les revendeurs gagnent moins d'argent. Donc forcément, ils n'ont pas très envie de faire du Made in France, donc il faut arriver à les convaincre. Mais après, mais la France, il y a aussi plein de belles choses, hein, parce que pour le coup, tout ce qui est musée, office du tourisme, des institutions un peu plus installées que les boutiques souvenirs basiques, ils m'ont vraiment facilité la vie, ouvert les portes et en se disant, c'est vrai qu'il y a quand même un souci qu'on vend quand même du souvenir qui n'est pas fabriqué ici, il y a quand même un truc qui ne va pas. Donc, mais en fait, il faut innover, un, sur le produit, mais deux, sur les circuits de distribution aussi, parce qu'il faut aller bousculer un peu les gens, faut leur apprendre à faire autrement. Euh, et pour le coup, c'est de l'innovation un peu partout, hein. C'est le parcours du combattant. Donc voilà, mais on y arrive, on y arrive. Donc voilà. Mais je sais pourquoi les gens ne sont pas lancés là-dedans, hein. Maintenant, je sais. Mais justement, ma question du coup que j'aurais aimé te poser, justement, je rebondis là-dessus sur ce que tu dis, que je comprends pourquoi les gens ne se sont pas lancés dedans avant. Que ce soit pour hommes ou femmes, ma question c'est est-ce que c'est facile d'entreprendre? Alors, la question, elle est euh, je vais pas faire une réponse binaire, oui, non, blanc, noir. Je crois qu'il faut, ça dépend de sa personnalité. Moi, je sais que ma boussole et mon curseur, ça a toujours été ma liberté. Euh, alors, du coup, entreprendre, ça va super bien. Après, il y a une grosse part de risque quand on entreprend.
C'est-à-dire que c'est plusieurs mois sans être payé. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Quand ça se passe pas bien, on se prend un peu tout dans la figure parce qu'on est le responsable du truc. Donc, on se dit, j'ai mal fait. Et quand ça se passe bien, on se dit, aïe, 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 qu'est-ce qui m'attend derrière, quoi. Voilà, c'est un peu les montagnes russes. Mais après, si ça dépend de ce qu'on est, en fait. Voilà, si moi, mon curseur, c'est la liberté, c'est pouvoir organiser mon temps, c'est être autonome, c'est pas avoir un chef-faillon derrière moi, là, je suis servie. Mais la contrepartie, c'est de l'insécurité et financière et émotionnelle, parce que c'est vraiment les montagnes russes. Mais moi, ça me correspond, en tout cas. Ça me correspond. Super. Là, du coup, souvent, j'ai l'habitude du coup d'expliquer du coup à mes coachés que l'entrepreneuriat, c'est comme dans la vie personnelle, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas souvent quand les gens voient sur YouTube, sur les réseaux sociaux, des entrepreneurs à succès. Il faut savoir que cet entrepreneur-là, il n'est pas arrivé là où il est sans travail et sans haut, sans bas. Il y a eu un parcours derrière qui a souvent été, à mon avis, difficile. Et même ça, c'est sûr, puisque pour en arriver à un certain niveau, il faut, comme tu le dis, avoir le goût un peu de l'instabilité, du challenge pour pouvoir gagner justement sa liberté qu'on cherche. Et du coup, moi, j'aimerais te poser comme question, Eva, entreprendre, c'est des hauts et des bas. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton pire moment d'entrepreneur? Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Il y en a plein. Non, alors il y en a plein. Euh, dans les pires moments, euh, euh, par exemple, moi, je suis montée assez vite et pour le coup, la structure, elle n'était pas prête et ça a été assez complexe de tenir la barque tout le temps. Et du coup, moi, j'étais dans une dynamique à fond les manettes. Et quand le Covid est arrivé, c'est-à-dire que pendant 48 heures, moi, 100% de mes points de vente ont fermé. Alors que j'étais à 100 à l'heure tout le temps, j'avais plus de téléphone, j'avais plus de mail, j'avais rien, il se passait rien. J'ai même cru que mon téléphone était cassé, mais non. Et là, j'ai eu une espèce de sueur en me disant, mais comment je vais pouvoir réagir à ça, quoi. Voilà, ne sachant pas combien de temps ça allait durer, parce qu'au départ, on était parti sur 15 jours. Je me suis dit, bon, 15 jours, ça devrait aller, machin. Le tout avec les devoirs des enfants, le machin, le truc. Le cauchemar, c'est-à-dire que là, je suis rentrée dans un espèce de cauchemar. Alors, j'étais un peu dans le déni en me disant, non, ça n'existe pas, c'est pas ça, c'est pas vrai. Et puis, en même temps, au bout de 15 jours, je me suis dit, il va peut-être falloir réagir quand même, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc voilà, ça a été des moments mais hyper violents et hyper durs et où j'avais qu'une envie, c'était de faire l'autruche et de me dire, ça n'existe pas, quoi. Mais ça marche pas, hein. Quand on est entrepreneur, il vaut mieux affronter les trucs et assez vite, hein. Mais voilà, ça fait partie des moments difficiles, vraiment. C'est clair. Moi, comme je dis toujours, du coup, c'est que les problèmes, il y en aura tous les jours. Quoi qu'il, indépendamment de notre volonté de nous-mêmes, il y en aura tout le temps. Donc, ce qu'il faut, c'est les accepter, les digérer, couper le facteur émotionnel, parce que sinon, je crois qu'on peut se pendre ou se tirer une balle. Donc, vraiment couper le côté émotionnel et se dire, bon, alors, quelle solution s'offre à moi? Faire la liste des pour et des contre pour opter pour on va dire, la meilleure solution. Comme je dis toujours, elle n'existe pas. Il faut toujours opter pour la moins dégueulasse parce que le monde utopique, en fait, il n'existe pas, clairement. Donc, le but, c'est vraiment d'acter une solution et de lancer en passant à l'action. Alors moi, j'aimerais juste, parce que sur l'émotion et la sensibilité, moi, c'est mon trait de caractère. Je suis là-dedans et voilà. Alors, je m'en prends plein la tronche, hein, et en même temps, j'ai pas envie de me couper. Non, 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 mais j'ai pas envie de me couper de ce que je suis, parce qu'à un moment, voilà, je suis pas une killeuse. Mon moteur, c'est pas le pouvoir et l'argent. Moi, mon moteur, c'est de créer des choses, c'est de créer des trajets,
c'est d'emmener des gens avec. Oui, j'ai envie de réussite, clairement, mais c'est pas, c'est une histoire commune. Moi, j'aime bien le parcours plus que le point d'arrivée, et voilà. Et j'ai vachement galéré avec l'émotion et la sensibilité, ce que je suis. Et en fait, je crois que pour le coup, l'entrepreneuriat au féminin, il peut apporter ça parce que je pense qu'il y a d'autres moyens de faire tourner des sociétés, d'autres moyens de créer des business que pouvoir et argent. Je pense qu'il y a plein de manières d'écrire des histoires. En revanche, il y a un moment, il faut un méchant, il faut une autorité. Ça, c'est clair. Il y a un moment, il faut casser les deals, il faut arrêter. Voilà. Et il faut pouvoir s'entourer. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à être ce qu'on est et au contraire pousser à fond ce qu'on est. Parfois c'est dur, hein, parfois c'est violent, mais je pense qu'on peut complètement innover en fait dans la manière d'entreprendre et je pense que l'entrepreneuriat féminin peut apporter plein de choses parce que c'est d'autres manières de gérer le pouvoir, c'est d'autres manières d'appréhender les choses. Voilà. Et moi, je ne me coupe pas de mon émotion. Alors c'est dur, mais au contraire, je m'en sers tout le temps. C'est un outil pour moi. Franchement, félicitations pour ça parce que moi, je me coupe uniquement en fait pendant les moments de peur et de down pour dire de prendre les décisions, on va dire avec le calme parce que prendre les décisions dans la peur, moi, c'est quelque chose que je réagis mal. Du coup, voilà, c'est juste au niveau de la peur, mais sinon, je garde mes émotions ouvertes, je précise. Mais en tout cas bravo à toi, Eva, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'être entrepreneur et de laisser toujours ses émotions ouvertes, même dans les situations de bas, de down, de peur. Bah, c'est encore plus courageux du coup. Donc, du coup, félicitations pour ça. Bon, merci. Bon, j'ai envie de parler de choses un peu plus positives. Du coup, à contrario, maintenant, quel est ton meilleur moment dans ta vie d'entrepreneur, de femme entrepreneur? Il y en a plein. Il y en a plein dans les deux sens. Alors, j'ai rencontré depuis le début de ce projet, j'ai rencontré des gens malveillants, c'est sûr, mais j'en ai rencontré beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de bienveillants. Mais vraiment. Et ça, moi, j'ai été très touchée par ça, de gens qui venaient donner un coup de main, de gens qui passaient un petit coup de téléphone à Pierre-Paul Jacques pour que je sois référencée, des gens qui m'ont soutenue dans la tempête. Voilà. Et c'est les rencontres que j'ai pu faire et la bienveillance des gens, moi, m'a hyper touchée et portée. Ouais. Et j'en ai eu beaucoup, mais vraiment beaucoup. Mais souvent, on dit, du coup, bon, il y a toujours un petit pourcentage de personnes malveillantes, mais comme moi, je le pense vraiment, c'est on attire ce que l'on est. Du coup, si on est quelqu'un de bienveillant, pour moi, on attire forcément plus, en tout cas, de personnes bienveillantes que de malveillantes. On attire vraiment ce que l'on est. J'aime bien cette théorie. Moi, en tout cas, j'essaye d'être bienveillante. Mais en tout cas, voilà, ça existe. Et en France, parce qu'on dit toujours, on râle beaucoup sur la France, mais après, il faut qu'on soit un peu plus objectif parce qu'il y a quand même plein de choses en France qui sont chouettes. Il y a des organismes aussi en France qui ont super bien marché. Moi, j'en ai plein, hein, que ce soit BPI, que ce soit la Team France Export, que ce soit... Il y a plein de choses qui marchent super bien en France, où on est quand même vachement accompagné. Moi qui ai un peu travaillé dans le monde entier, et ben, en France, on a quand même des structures qui sont mais topissimes. Hein. Et il faut qu'on en soit conscient et qu'on veille au grain à garder ça et à garder ce qu'on est, parce qu'il y a aussi des très belles choses en France. Exactement, exactement. Nous, à l'heure actuelle, du coup, nous, on entreprend en France, nos sociétés sont en France. On investit dans l'immobilier en France parce que, ben, clairement, c'est là où on est né. On apprécie la France. Après, oui, il y a toujours avantages, inconvénients, mais ça, il y en aura partout. Donc, après, on est. Il y en aura toujours. Mais, tout reste en France parce que c'est quelque chose, du coup, qui. Comme on est né en France et qu'on apprécie la France, c'est quelque chose qui nous tient à cœur.
C'est ça. Après, il y a des organismes qui existent. Après, il y a des choses à améliorer parce que, par exemple, le statut des indépendants en France, franchement, la copie, elle est à revoir. Et je trouve que pendant le Covid, ça a vachement mis en avant ça. Il y a plein d'indépendants qui se sont retrouvés dans une situation mais catastrophique et pour le coup ils rentraient dans aucune case et ça je pense qu'il y a plein de choses à revoir, à améliorer, mais il y a aussi des organismes qui marchent et il faut qu'on en soit conscient et qu'on le préserve parce que c'est super important. Exactement. Et du coup, moi, je vais réagir sur le côté Eva, du coup, qui est une femme entrepreneur, qui est aussi maman. Donc, voilà, est-ce que c'est facile? Je parle du coup à toutes les femmes et maman ou pas maman, mais toutes les femmes en France, du coup, est-ce que c'est facile pour une maman d'entreprendre? Comment tu gères ça, du coup, Eva? Comme je peux, je fais ça comme je peux. Mais après, moi, pour le coup, j'étais chef de projet avant en télé, donc j'embauchais des gens et je faisais partie de ces gens. Je me disais, ah, une femme autour de 25-30, moyen, parce qu'elle va faire un gamin, parce que ça va être compliqué, parce qu'elle va me faire un congé maternité, tatati, tatata. Je fais partie de ces gens-là. Et en fait, le jour où je suis devenue maman, mon regard, il a complètement changé en me disant, mais j'embauche que des filles qui ont déjà des enfants. Parce que quand elles arrivent à gérer leurs enfants et leur vie professionnelle, c'est que c'est des warriors, les filles, en fait. C'est que les filles, elles sont forcément organisées, elles ont forcément la tête bien faite. Et il y a un truc aussi avec l'autorité, c'est que moi j'adore travailler avec des femmes qui ont des enfants parce que je trouve qu'elles gèrent super bien l'autorité parce qu'il en faut, il faut mettre des limites, il faut mettre des barrières et en même temps elles sont là pour accompagner leurs enfants aussi et les faire évoluer et du coup je trouve qu'il y a une gestion de ça qui est bien meilleure que quand on n'en a pas ou un homme, voilà, je trouve qu'il y a une vraie différence et que ça apporte vraiment quelque chose. Et maintenant, si j'embauche quelqu'un, une femme avec un enfant sera, ou des enfants sera prioritaire. Je me dis, la vie, elle est trop forte. Elle arrive à tout gérer. Je trouve ça carrément plus intéressant, quoi. Voilà. Pour l'anecdote, ça me fait, je rebondis sur ce que tu dis. Bon, nous, avec Aurélien, on n'a pas d'enfant du coup, mais par contre, avec notre équipe, sur le coup, dans le temps, on se posait la question si on prend des femmes mamans, peut-être que du coup, l'enfant malade, elles ne seront pas là le lendemain. J'avais les mêmes clichés que toi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, dans notre entreprise, à l'heure actuelle, on est bientôt 20. Et dans ces personnes-là, il y a des mamans. Et finalement, on n'a aucun problème là-dessus. Les mamans savent gérer, elles savent du coup faire garder les enfants. Elles ont soit un nounou, soit de la famille. Elles savent gérer leur planning. Elles partent pas du travail tant que tout n'est pas fini. Elles sont organisées. Donc en fait, je te rejoins complètement. C'est que c'était des idées reçues qu'on avait il y a de ça, je dirais au moins plus de 3 ans. Et en fait, depuis qu'on a des mamans, eh ben, on n'a aucun problème avec les mamans. Au contraire, ça se Mais passe ouais. très bien. Donc, je confirme, pas du côté moi maman parce que je ne le suis pas encore, mais du côté du coup qu'on a des mamans dans notre entreprise et que c'est justement ça se passe très très bien. Bah ouais. Non, mais ouais, ouais, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Et moi, voilà, j'ai fait partie des clichés aussi. Voilà, j'avoue. Je pense que c'est parce que c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, bon, avant d'être entrepreneur, il y a de ça 8 ans quand j'ai démarré, avant j'étais salariée et tout le monde disait attention, les mamans, dès qu'elles ont un enfant malade, elles vont prendre l'excuse. C'est peut-être les idées reçues, les stéréotypes qu'on nous a mis dans la tête avant, je pense, alors que pas du tout. En fait, ça, j'ai envie de dire que c'est pas toutes les mamans qui sont carrées, mais je pense qu'en fait, c'est la personne, est-ce qu'elle est consciencieuse ou pas. Avant d'être maman, si elle a une bonne conscience, elle va tout gérer, en fait. C'est clair. C'est clair. Mais voilà, moi, c'est quoi je... Moi, ça m'a. Et puis, moi, ça m'a apporté plein de choses d'être maman, quoi. Mais vraiment, quoi. J'ai adoré être maman. Et ça a eu des impacts sur ma vie compliqués. Et voilà. Mais 200 fois, je recommence, hein.
Ouais. Mais vraiment, vraiment, ça apporte tellement de choses que voilà, faut pas hésiter à être maman surtout. J'ai justement. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'il y a plein de femmes qui ont des belles carrières et qui se disent, ouais, forcément, si j'ai un enfant, ça va avoir un impact sur ma vie. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour le coup, ça apporte tellement de choses et on peut composer tellement différemment qu'il ne faut pas se poser la question, il faut foncer, en fait. Mais vraiment. Ouais, mais totalement. C'est moi ce que je dis ça parce que justement il y a un mois j'ai fait une interview qui va paraître prochainement sur notre chaîne avec Asia et Sabar, du coup cake designer et centre de formation de cake design, qui est maman de 3 enfants et qui entreprend et qui fonctionne, qui marche très bien. Et du coup, elle me disait que elle, son côté maman, c'était bénéfique pour sa carrière d'entrepreneur parce qu'elle dit les mamans, elles ont quelque chose que les autres n'ont pas, c'est que c'est le côté maman lionne. On sait pourquoi on se bat et on se bat encore plus fort. Mais c'est vrai, c'est complètement vrai. Non, non, mais c'est vrai. Moi, ça m'a apporté, ça m'a enrichi, mais vraiment, complètement. Et ça m'a fortifié dans ce que j'étais, en fait. Super, super Eva. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui t'ont vu du coup dans Qui veut être mon associé. Moi, j'aimerais te poser la question, pourquoi du coup tu as participé à Qui veut être mon associé? Est-ce que c'était que pour avoir des financements ou bien pour aussi avoir des partenaires dans ton aventure justement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, j'ai fait l'émission parce que la société, elle ramait un peu quand même, parce que j'avais fait des investissements pour industrialiser le projet et que j'arrivais pas à lui redonner son élan parce que le Covid n'a pas aidé. Mais j'ai réussi à survivre là-dedans. En fait, quand on m'a proposé de faire l'émission, je me suis dit, ben, un coup de projecteur ne pourra pas faire de mal, ça c'est sûr. Euh, et, et puis c'était un challenge en me disant est-ce que je suis capable d'aller pitcher devant 5 entrepreneurs avec la possibilité de me prendre 5 râteaux quand même en direct. C'était un espèce de challenge en me disant est-ce que tu es capable de le faire, sachant qu'à la base je suis quelqu'un d'hyper pudique. Donc c'était quand même le gros challenge pour moi. Mais ça me faisait marrer, ça me faisait marrer de le faire avec ma fille, parce que je me suis dit, je passe mon temps à lui dire qu'il faut apprendre à se dépasser, qu'il ne faut pas avoir peur de qui on est, il faut assumer qui on est. Hein. Je passe mes journées à lui dire ça. Et je me suis dit, c'est bien de donner des conseils, mais maintenant, on va les appliquer. Et ben, maintenant, je vais les appliquer aussi pour moi, mes bons conseils. Et donc, voilà. Donc, c'était un mélange. Alors, pour le coup, moi qui filtre pas mes émotions, j'ai été servie. Mais voilà, c'était donner sa chance au projet. Et puis, alors, pour le coup, moi, j'ai peu de retours de ma clientèle, puisqu'effectivement, ils prennent le paquet et puis ils repartent. Donc, j'ai peu de retours, en fait, de comment c'est perçu, de est-ce qu'ils la font, est-ce qu'ils la font pas, est-ce qu'ils arrivent à la faire, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant d'être face à 5 entrepreneurs et d'entendre comment ils et 5 entrepreneurs brillants. Et je trouvais ça leur regard sur le projet. Moi, c'était aussi un peu ça, un retour de gens qualifiés et compétents et de savoir comment ils percevaient le projet et voir éventuellement comment je pouvais le faire évoluer, avancer et voir comment ils le recevaient. Quoi. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Ouais, mais je comprends totalement le fait que tu attendais de voir du coup leur vision de ton entreprise et s'ils avaient des conseils justement pertinents du coup à te donner là-dessus. Mm, mm. Ouais, ouais, et pour le coup, j'étais quasi persuadée qu'ils n'iraient pas, comme quoi être entrepreneur, normalement, c'est avoir une vision. Bah, voilà. Mais parce que je pensais que justement, j'avais un trop petit chiffre d'affaires. Je venais quand même voilà, présenter du souvenir en plein Covid. C'était joueur, hein, on va pas se mentir. Voilà, je pensais pas du tout que ça réagirait comme ça. Mais alors, absolument pas.
Du coup, je rebondis, Eva, sur le côté, tu me disais du coup que tu étais pudique, tu avais peur d'y aller et que tu voulais montrer justement l'exemple à ta fille. Et moi, j'ai vu du coup dans la source, dans le journal 20 minutes, que tu pensais en fait que ta participation à l'émission ne serait même pas diffusée. Pourquoi tu pensais ça du coup? Alors, c'est pas dans ce sens-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour le coup, j'avais quand même euh, franchement la trouille d'y aller. On va pas se mentir. Euh, et la peur était de me prendre des choses un peu dures ou un peu violentes sur le plateau. Voilà. Tout le monde peut La peur est du coup, c'est diffusé dans la France entière. Du coup, tout le monde peut regarder Eva Broussou. Elle serrait ta main en plein devant tout le monde. ouais. Moi, ouais, c'est ça, je me disais, voilà, le trouillomètre était, voilà, la peur était là-dessus. Et du coup, pour contourner ma peur, parce qu'il faut l'affronter, sa peur, hein, c'est le seul moyen de faire peur à la peur, c'est de l'affronter. J'ai décalé le problème en me disant, bon, bah, ton objectif, c'est pas de partir avec un entrepreneur, un associé, ton objectif, c'est d'être diffusé et de faire un coup de projecteur sur ton projet. Donc, du coup, c'était pas. C'est que j'ai décalé l'objectif. Voilà. Et mon objectif, c'était d'arriver à être diffusé pour qu'on voit la French Baguette. C'était plus dans ce sens-là. Et ben là, tu as non seulement réussi ton objectif, et même plus. On est aujourd'hui associé aux meilleurs entrepreneurs de France, à Éric Larchevêque, Delphine André. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission, faut savoir qu'il y a 4 entrepreneurs sur 5 qui voulaient prendre des parts dans la société d'Eva. Donc, du coup, sincèrement, Eva, félicitations parce que ton pitch, il a inspiré plusieurs personnes. Il m'a inspiré moi-même parce que j'ai vu une femme entrepreneur qui avait, excuse-moi du terme, mais des couilles. Qui était On là. me l'a souvent dit, ça c'est marrant, il faudrait qu'on trouve une autre expression. J'avoue. Mais ça fait 20 ans que je l'entends, Eva, elle a des couilles. Mais non, je vous jure que non. J'avoue qu'il faudrait trouver une expression, mais féministe. C'est ça, mais il faut qu'on l'invente, faut qu'on l'invente. Est-ce que tu peux me dire, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'apporte, du coup, tes associés Eric et Delphine dans l'avancement et aussi la croissance de l'entreprise La French Baguette? Alors, ce qu'il y a, c'est que là, ça s'est signé récemment, ça date d'une semaine. Donc là, on commence à travailler ensemble. Ben, les prémices de ça, c'est que il y a par exemple énormément de demandes et les deux réunis m'aident à structurer très vite et apporter des réponses. C'est-à-dire que là où moi, je n'ai pas forcément les outils ou les réflexes, eux les ont et ça va hyper vite. C'est par exemple, bah, y a quelqu'un embauché, eux savent tout de suite tel profil, tel machin. Voilà, il y a plein. Il y a plein de tiroirs et pour le coup, c'est assez génial parce que pour le coup, eux, ils ont une expérience de dingue pour répondre et structurer très vite ce qui arrive en fait. Mais ça, c'est assez génial. C'est assez génial. Ouais, ça, j'en doute pas. Du coup, c'est pas pour rien qu'ils sont. Du coup, j'ai été voir sur Google, alors j'ai fait mes devoirs. Ils sont, du coup, Eric 343e fortune française et Delphine 201e fortune française. Donc, ouais, tu t'es pas. T'as pris quand même les meilleurs. Hein. Mais non, mais moi, ce que j'aime bien plus, parce que c'est un repère, pouvoir, argent, c'est vachement un repère, mais pour plein de gens. Mais moi, ça n'en est pas forcément un. En revanche, moi, ce que j'aime beaucoup chez les deux, en tout cas, avec qui je suis, c'est qu'ils ont, et ça, je trouve ça super chouette, c'est qu'ils ont encore cette espèce de flamme. C'est-à-dire qu'il y a l'enthousiasme, il y a le challenge pour eux, alors c'est pas comme s'ils repartaient de zéro, mais ils comprennent parfaitement l'état d'esprit dans lequel je suis. Et pour le coup, j'adore leur enthousiasme. Voilà, ils sont pas blasés, ils sont pas allez, on rentre les cases on rentre le truc dans les cases et puis on y va comme ça et puis on se casse pas la tête, quoi. Moi, j'adore créer et finalement,
ils me challenge pour que je crée. Voilà, moi, ils ont les outils, ils ont le savoir-faire, mais ils ont aussi, et ça pour moi c'est vachement important, l'enthousiasme et l'envie de faire. Et je pense que ça, c'est valable chez des vrais gros. Et les petits qui se la pètent un peu, machin, sont moins efficaces et sont moins bons. Et puis eux, ils veulent faire de la rentabilité tout de suite, etc. Et des gens comme Delphine André et Eric Larchevêque, ils voient à long terme. Ils ne voient pas à la petite semaine. Et ça, je pense que c'est super important. Ouais, moi, ce que je dis toujours du coup à mes coachés, je reviens, je te rejoins, mais vraiment complètement, je dis toujours, arrêtez de voir une semaine, one shot, C'est ça. faites une vision long terme. Il faut avoir la C'est vision ça. autant pour soi-même que pour son équipe, que pour les clients qui soient satisfaits pour apporter une plus-value. Ouais, j'ai bien vu du coup dans l'émission, tu me dis si je me trompe, mais j'ai ressenti que le courant passait plus du coup avec... Enfin, tu me dis si je me trompe, avec Delphine André, que vous aviez du coup des atomes crochus en tant que femme entrepreneur, peut-être, mais pas que. C'est peut-être, je pense, la personnalité de Delphine. En fait, Delphine m'a beaucoup touchée. Alors, ça a été coupé au montage, à la diffusion. En fait, Ah, je ce t'entends plus qui là. m'a touchée, je ne me suis pas posé la question femme-homme. D'accord. Là, tu m'entends ou pas? Je suis revenue. Là, c'est Là, bon. c'est bon? Ouais, Oui. nickel. Je ne me suis pas posé la question femme-homme. En revanche, il y a une partie qui a été coupée au montage. C'est qu'en fait, Delphine André, quand elle a pris la parole, elle a, elle a, elle a résumé euh, 3 quarts d'heure d'échange, de dialogue, de machin. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'elle avait tout entendu. Euh, Elle avait compris qui j'étais et elle avait compris le projet. Et elle a fait une espèce de synthèse, ça a duré 1 minute 30, en disant que j'avais trouvé l'équilibre familial, que j'avais passé un CAP cuisine. Tous les éléments que j'ai pu dire sur le plateau, elle avait coché, elle avait tout entendu et elle a fait une synthèse de qui j'étais, du projet, de machin, et tout était juste. Et là, je me suis dit, bah là, je peux y aller sereinement parce que il y aura pas de mauvaise surprise, quoi. Elle sait qui je suis et elle a parfaitement compris. Et si elle vient avec moi, il y aura pas de mauvaise surprise, quoi. Et les autres, sauf Eric, et les autres s'appropriaient le projet, ce qui me gênait pas en l'occurrence, mais ce qui avait d'important pour moi, c'était l'authenticité du projet. Ouais. On parle d'un souvenir, je trouve ça un peu poétique, un peu joli. Oui, ok, il faut mettre du marketing, oui, ok, il faut l'industrialiser, mais je pense que c'est important de garder une petite touche d'authenticité. Et pour le coup, je savais que Delphine l'avait entendu, l'avait compris et n'allait pas toucher à ça. Et les autres, ils ont un peu joué, ah ben, on va en faire ci, on va en faire ça. Mais, ok. Et, et, Anthony, par exemple, son profil est super intéressant pour le projet. Mais je me suis dit, c'est trop marketing pour moi, en fait. Donc, si on a un contre-pouvoir, moi seul, il va me bouffer en -2 et ça sera plié et ça sera son projet. Alors, je serais devenue riche plus vite, hein, je pense. Mais ça allait pas être aussi authentique que je le souhaitais. Et voilà, donc c'était Anthony, oui, mais avec un contre-pouvoir assez fort. Et je me suis dit, bah, je l'ai tenté avec Delphine parce que je me suis dit, à nous deux, on devrait y arriver, on devrait arriver à le canaliser. Bon, il n'a pas voulu et finalement, c'est Eric, mais qui est un super bon choix et qui va super bien, vraiment. Moi, voilà. Moi, ce que je vois du coup, c'est que ouais, Delphine et Eric sont des profils beaucoup plus calmes, posés et beaucoup plus à l'écoute en fait. C'est ça. Mais pour le coup, ils ont une vraie puissance aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire Ouais. que, voilà, hier, j'ai passé 1 heure au téléphone avec Eric Larchevêque. C'était assez génial, quoi. C'était assez génial. Bah, voilà, on a brainstormé sur et ça, on le fait comment, et ça, on le fait comment. Et c'est assez génial, quoi. Il y a une vraie puissance, il y a une vraie réflexion. Ils vont vite. Voilà, ils vont vite, ils pigent vite. Et c'est super intéressant. Super. Et du coup, la petite question sûrement qu'on se pose, c'est comment se porte aujourd'hui la French Baguette, du coup, Eva?
Elle va beaucoup mieux. Elle a repris du poids depuis le confinement. Elle va beaucoup mieux, elle se porte bien. Non, c'est juste génial et dingue ce qui se passe. Il y a des propositions sur 15 pays, parce qu'en plus la blague elle est là, c'est que ça n'a pas marché qu'en France, mais ça a marché voilà, dans 15 pays. Donc là, pour l'instant, on ne les prend pas tous de front, mais on prend les plus gros. Fin mars, on va à Las Vegas avec la French Baguette sur un des plus gros salons au monde. Il y a il y a plein de belles choses. À nous maintenant d'être bons, quoi. À nous maintenant de prendre les bonnes décisions. À nous de prendre les bonnes options, quoi. Ça reste quand même une start-up. Hein, le risque de se casser la gueule, il existe toujours. Hein. Mais on a de belles opportunités. Je pense que quand on est entrepreneur, c'est de générer des opportunités. Ben là, on en a plein. À nous d'être bons maintenant. Exactement, mais il n'y a pas de raison parce que quand j'entends du coup comment tu parles de la French Baguette avec les émotions, avec les tripes, moi j'ai aucun doute que la French Baguette, ça va devenir une grosse, grosse entreprise et qui va en plus mener énormément de clients satisfaits parce que c'est une idée qui est superbe en fait. Et le Made in France qui se perd est en train de revenir en haut de l'affiche et ça, c'est un projet qui est magnifique, je trouve. Bah, merci. On vous dira dans un an ou deux ce que ça devient. Non, mais moi, et l'envie surtout, c'est d'en faire d'autres des souvenirs, parce que je pense qu'il y a, voilà, c'est de faire des vraies gammes de souvenirs, et pas que alimentaires, mais de faire du vrai souvenir quali, où on ne prend pas les gens pour des imbéciles, et puis et on part avec un vrai souvenir, quoi, avec tout ce que ça comporte. Voilà. Exactement, exactement. Du coup, que dirais-tu? Parce que nous, il y a beaucoup de femmes du coup qui nous suivent sur SIQ Lancé. Du coup, moi, je parle du coup à Eva, du coup le côté féminin. Que dirais-tu à cette femme Eva qui nous regarde, qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui a peur? Quel conseil tu lui donnerais? De ne pas écouter les conseils. Que je donnerais, c'est de ne pas écouter les À conseils. couper au moment Non, Alors, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas écouter les conseils. C'est que je pense que c'est une décision très intime. Je pense que justement, il faut faire appel à son instinct. Justement, il faut faire appel à son intuition et à son énergie et à son besoin, parce que moi, c'était un besoin, en fait, d'entreprendre. Et je pense qu'il faut foncer. Moi, au départ, mon projet, il était un peu bancal. Moi, je suis assez perfectionniste. Et pour le coup, les premiers exemplaires, je ne les trouvais pas assez bien. Je n'étais pas contente de mon travail. Je voulais l'améliorer, l'améliorer. Et j'ai rencontré plein de gens, de business angels, et qui me disaient, mais au moins, tu l'as sorti. Il y a plein de gens qui étaient comme moi parce que le projet, il n'est pas assez bien. Alors, on le retravaille. Et puis finalement, les années passent, le temps passe. Et puis finalement, on ne sort jamais parce que c'est pas exactement ce qu'on veut. Et en fait, il faut pas trop se poser de questions. Et puis à un moment, il faut se jeter à l'eau et garder sa petite flamme, quoi, et de foncer. Voilà. Et des gens qui vont vous casser, il va y en avoir plein. Les gens qui disent il faudrait que, il y en a plein aussi, mais ils font jamais rien. Voilà. Donc il y a un moment, il faut y aller. Il faut avoir un peu de courage, faut accepter les critiques en revanche et les fructifier. Moi, je me sers beaucoup des critiques en me disant, bah, ça fait 10 fois que j'entends cette critique, c'est qu'il y a un truc, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que c'est tout pourri et qu'il faut que j'arrête. Voilà, il faut jongler, puis à un moment, il faut se faire un peu confiance et foncer, quoi. Voilà. Exactement. Il y a un moment, il faut y aller aussi. Exactement. Moi, je retiens en premier la phrase, il faut se faire confiance. Mm. Non, c'est vrai. Et les gens, alors les spécialistes
moi je les appelle les il faut que, les spécialistes de il faut que, à chaque fois que j'entends la phrase il faut que, je me demande tout de suite, au fait, c'est qui la personne que j'ai en face de moi? Elle a fait quoi? Parce que alors, les spécialistes des il faut que, moi, ils m'agacent un peu les il faut que. Fais et puis on en reparle. C'est complètement ça. Et du coup, quel meilleur conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer, homme ou femme, peu importe, et qui réfléchit justement, en parlant d'action, qui réfléchit depuis plusieurs années, sans passer à l'action? Imaginons quelqu'un qui, ça fait 3 ans, qui réfléchit à son projet, qui n'a rien fait. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je crois que c'est très personnel, hein. Je crois que c'est comme à l'école, on dit il faut apprendre comme ça. Bah non, il y a plein de manières d'apprendre. Voilà. Je pense qu'il y a plein de manières d'entreprendre. Ouais, c'est se faire confiance. Il y a Marc Simonici qui a fait un joli post sur LinkedIn, qui a dit, on m'a souvent demandé qu'est-ce qu'il faut pour entreprendre, qu'est-ce que c'est qu'un bon entrepreneur. Et il a pas mal résumé le truc, je trouve. Il a dit que ce qui était important, c'est de savoir ce que c'était que sa propre réussite à soi. Qu'est-ce qui nous anime, nous, et ne jamais l'oublier, en fait. Son curseur de pourquoi on a envie d'entreprendre, pourquoi on a envie de faire ce projet ou ces projets, et pas lâcher finalement cette essence-là. Et je pense que c'est assez vrai. Ouais, ouais. Bah, merci beaucoup du coup pour toutes ces réponses, pour m'avoir accordé du temps, Eva. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça super enrichissant, super intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver en toi, justement, qui ont eu peur, mais qui vont passer à l'action ou qui sont passés à l'action. Donc, c'est toujours inspirant d'entendre les parcours des autres. Du coup, voilà. Pour la communauté, si tu te lançais, voilà, si tu souhaites suivre du coup les aventures d'Eva, n'hésite pas, tu peux aller sur son Instagram ici. Je te mettrai le lien en dessous. Du coup, c'est la.french.baguette. Je te mettrai aussi le site internet frenchbaguette.fr. N'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux. Et puis pour les gens du coup qui nous regardent, enfin qui nous écoutent, du coup, où est-ce que Eva, on peut acheter du coup la French Baguette? Dis-nous, en dehors bien sûr du site internet, ils peuvent aller sur le site, mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, il y en a de plus en plus. Alors, on est en train de remettre le site à jour parce que pour le coup, il y a eu plein de référencements. Alors, je ne vais pas en citer un parce que sinon, les autres vont me taper sur les doigts. Donc, il y en a D'accord. de plus en plus. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on en a un peu partout en France, alors qu'avant, on était très Paris, Normandie. Là, maintenant, ça y est, on commence à en avoir un peu dans chaque région. Donc, on va remettre à jour la page du site où on pourra retrouver tous les points de vente en France. Génial. Génial. Bon, bah voilà, donc rendez-vous tout le monde sur le site lafrenchbaguette.fr. Pouvez-vous offrir du coup la petite baguette à faire chez vous ou l'offrir à quelqu'un parce que ça fait toujours un petit cadeau à offrir. En plus, c'est quelque chose qui est made in France, donc de plus en plus rare de nos jours. Donc, ce qui est rare est précieux. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois, Eva, parce que j'ai beaucoup aimé Ben, notre merci à toi, Laura. échange. Il y a beaucoup, ce que j'aime chez toi, c'est le côté, tu es quelqu'un de douce, de bienveillante, je ressens, et de généreuse. Donc, j'ai beaucoup apprécié du coup cet échange. Après, on a également quelque chose aussi, une petite coutume de fin. Après chaque interview, on dit toujours le fameux "et toi, et si tu te lançais"? Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire, toi, à ton tour, du coup, Eva, un "et si tu te lançais", gourmand, gentil, joyeux? À toi la parole. Et toi, si tu te lançais, tu pourrais réussir. C'est pas mal. Voilà, c'est tout. C'est pas mal. C'est simple et efficace. Merci beaucoup, Eva. Merci à toi, Laura. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et puis voilà, je réinvite encore tout le monde. N'hésitez pas à aller sur le Instagram la.french.baguette et le site internet frenchbaguette.fr où vous pouvez suivre les aventures d'Eva et aussi acheter du coup la baguette, mais aussi les autres produits qui vont arriver prochainement sur le site. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Laura. Bonne journée. Bonne Bonne journée à journée. tous.